Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons à sortir du Moyen-Âge en étudiant l'Europe de la Renaissance et on va commencer par voir les deux souverains qui dominent le monde européen à l'époque, c'est-à-dire Charles Quint et Soliman le Magnifique. Donc on va commencer par la figure de Charles Quint, donc vous voyez ici un portrait, qui était l'empereur romain germanique, donc le chef d'État du Saint-Empire romain germanique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Saint-Empire romain germanique? Eh bien, le Saint-Empire romain germanique, c'est le lointain héritage de Charlemagne. Charlemagne avait tenté de reconstituer l'Empire romain par ses conquêtes, ce roi franc, donc, devint empereur, une fois qu'il considérait qu'il avait réuni suffisamment de territoire, et donc il va reprendre le titre impérial, il était roi, il devient empereur, il est sacré par le pape, et ça va donner naissance à un territoire qui s'appelle le Saint-Empire romain germanique. Si vous regardez la carte, vous voyez que globalement, ça correspond à l'Allemagne actuelle, un peu étendue. Et ces régions, donc, du Saint-Empire romain germanique, euh, c'était des États qui étaient plus ou moins indépendants, mais qui étaient rassemblés derrière une même couronne, qui élisait un empereur, et cet empereur, ça va être Charles Quint. Alors, première question, donc vous avez dit que vous pouviez reproduire le schéma, mais que c'était pas obligatoire, hein. Vous pouviez répondre aux questions les unes à la suite des autres. Ça marchait très bien aussi. Alors, de quel territoire Charles Quint a-t-il hérité, et quels sont ceux qu'il a acquis durant son règne par lui ou son frère? Reprenons la carte. Alors, on voit sur cette carte que de nombreux territoires sont contrôlés par Charles Quint grâce à un héritage. Son héritage est double. D'abord, un héritage espagnol, vous voyez, il contrôle tout le royaume d'Espagne, les Baléares, plus une partie de l'Italie, le royaume de Naples, la Sicile et la Sardaigne. Cela lui vient de sa mère qu'on a appelée Jeanne la Folle, qui était l'héritière une des héritières du trône d'Espagne, et donc c'était son père, Philippe le Beau, qui lui était un Habsbourg d'Autriche, qui a fait ce mariage avec une héritière espagnole, et donc par ce mariage, on a réuni les territoires espagnols et les territoires autrichiens. Et suite à des divers accidents dynastiques, c'est-à-dire qu'en fait Charles n'était pas censé être le premier descendant en ligne directe du trône d'Espagne, mais étant donné que il y a eu des décès de différents héritiers, il s'est retrouvé en première ligne, et du coup, eh bien, c'est lui qui a hérité à la fois des territoires autrichiens et des territoires espagnols. Puis, ensuite, vous voyez que par élection, puisqu'en fait, le Saint-Empire, ce sont des régions qui élisent l'empereur, eh bien, quand il est élu empereur, il acquiert tout un nouveau territoire qui correspond à l'Allemagne actuelle. Et par ses conquêtes, vous voyez qu'il va acquérir aussi le Milanais, ici, et une partie des Pays-Bas qu'il ne contrôlait pas jusque-là. Et son frère va devenir roi de Bohême, c'est cette région-là, et de Hongrie. Donc c'est en gros la République tchèque et une petite partie de la Hongrie. Donc vous voyez qu'il domine un très vaste territoire en Europe, plus grand qu'aucun souverain n'en avait conquis ou contrôlé pendant toute la durée du Moyen Âge. Alors dans la deuxième question, on vous demandait de regarder le document 4 et 5 et de dire quel était le territoire conquis et comment se manifestait la domination de Charles Quint sur ce nouveau territoire. Alors non seulement donc Charles Quint possède un très vaste territoire en Europe, mais en plus il hérite avec la couronne d'Espagne de tous les territoires que l'Espagne avait conquis dans le Nouveau Monde, et c'est sous Charles Quint que ces territoires vont nettement augmenter. Vous voyez ici au premier plan le général Cortés, qui était donc un général espagnol, qui fut chargé donc de conquérir le Mexique. Et on voit ici sur cette image qu'il se bat contre les habitants du Mexique, qui étaient les Aztèques. On voit ici en arrière-plan la pyramide aztèque de Mexico, qui était un temple aztèque très important. Et on voit en fait que les troupes aztèques sont complètement encerclées de tous côtés par les troupes espagnoles. Vous voyez ici au premier plan un grand nombre de soldats en armure avec des chevaux,
Là, on voit encore une colonne de l'armée espagnole, les bateaux espagnols, et encore ici, une colonne. Donc, en fait, les Aztèques se sont trouvés complètement encerclés. Ça a été, donc, la question qui était posée était comment est-ce qu'ils marquent la domination sur ce nouveau territoire? Eh bien, c'est en plantant le drapeau. On le voit ici, j'avais trouvé une reproduction où on voyait mieux. Vous voyez ici, là, sur la pyramide, eh bien, un drapeau est planté, et c'est le drapeau espagnol, le drapeau de Charles Quint, qui est planté pour marquer la domination nouvelle des Espagnols sur ce territoire. Ça a été une guerre particulièrement sanglante et terrible, avec de nombreux massacres d'Aztèques, et cette pyramide que vous voyez là a été totalement rasée par les Espagnols par la suite. On n'en a plus que des traces, hein. Aujourd'hui, on a essayé de reconstituer, on a fait des fouilles archéologiques sur sur ce site qui s'appelle le site du Templo Mayor, le grand temple en espagnol. Et voilà les reconstitutions donc on a pu élaborer. Et c'est ce monument-là, ou peut-être celui-ci que l'on voit dans l'image. Et donc aujourd'hui, il ne reste plus rien, puisque les Espagnols ont voulu faire une grande ville moderne espagnole, coloniale, sans qu'il n'y ait plus de traces de ce qu'ils considéraient comme du paganisme, c'est-à-dire les Aztèques, pour qui ils avaient un très très grand mépris. Donc on a retrouvé quand même, en faisant des fouilles archéologiques, vous voyez, des statues aztèques, des anciennes pierres des temples aztèques, mais l'essentiel de ces trésors archéologiques a complètement disparu malheureusement. On vous demandait ensuite quels éléments montrent la puissance de l'armée espagnole. Donc en regardant l'image, donc déjà ce qu'on voit évidemment de la puissance de l'armée espagnole, c'est leur nombre, hein. Un très très grand nombre de soldats ont été débarqués par l'Espagne pour conquérir le Mexique. On voit aussi le grand nombre de leurs chevaux. C'était aussi une marque de richesse importante, hein. C'était beaucoup plus coûteux d'entretenir des cavaliers que d'entretenir des hommes à pied. Et on voit aussi la modernité de leurs armures, hein. Ce sont des armures Renaissance typiques. Et il y avait eu d'énormes progrès qui avaient été faits pendant la Renaissance, hein, on en reparlera peut-être, dans l'art de la guerre, et en particulier dans les armures, qui sont plus résistantes, plus légères, qui ont des formes qui résistent mieux aux attaques. Donc tout ça montre que c'était une armée moderne, face, on le voit, à des Aztèques qui sont armés d'armes traditionnelles, hein. On voit qu'ils ont des arcs et des boucliers et quelques lances, mais leur armement n'est absolument pas à la hauteur de la modernité de celui des Espagnols. Et donc c'était un combat à armes tout à fait inégales, quel que soit le courage qu'ils ont pu déployer. On vous demandait ensuite de qui Charles Quint prétend-il tenir son pouvoir et quelle cérémonie justifie cette prétention. Donc, dans le document 3, on dit le chancelier, c'est-à-dire celui qui est responsable de la justice dans le Saint-Empire romain germanique, écrit à Charles Quint, il écrit Sire, Dieu vous a élevé par-dessus tous les rois et princes de la chrétienté à une puissance que seul Charlemagne a jusqu'ici possédée. Donc le Charles Quint tient son pouvoir de Dieu, d'après ce texte, et une cérémonie confirme cette prétention, c'est le sacre. Alors, le sacre, il est tout à fait comparable au sacre du roi de France, sauf que le sacre est fait par le pape. Et ça donne à Charles Quint une aura plus forte qu'à n'importe quel monarque, puisque c'est le seul monarque qui est sacré par le pape. Or, le pape n'est autre que le chef de la chrétienté, le chef des catholiques, et du coup, normalement, toute la chrétienté est soumise au pape. Donc, celui qui est le représentant officiel de Dieu sur terre pour les catholiques sacre Charles Quint, et ça va lui donner donc une aura très importante. Enfin, dernière question, on vous demandait, selon le chancelier, quelle responsabilité le titre impérial donne-t-il à son maître? Alors c'est la deuxième partie du texte ici. Le chancelier lui dit, vous êtes sur la voie de la monarchie universelle. Vous allez réunir toute la chrétienté sous votre autorité. Donc voilà la responsabilité qui est assignée à Charles Quint et qu'il va vouloir relever, hein.
il va vouloir réunir, rassembler toute la chrétienté. Donc évidemment, cette ambition, il va falloir qu'il l'affirme sur les autres souverains qui ne sont pas soumis donc au Saint-Empire romain germanique. Et du coup, il va forcément s'affronter avec d'autres grands souverains de l'époque, et son grand rival n'est autre que le roi de France, François Ier. Leur rivalité va marquer les conflits européens de l'époque, en particulier dans les guerres d'Italie. Et évidemment, François Ier n'entend absolument pas accorder l'idée que Charles Quint lui serait un souverain supérieur et qu'il pourrait être un monarque universel. Donc cette ambition, même si elle est affirmée, ne va jamais se concrétiser puisque son territoire européen va être limité de fait par les autres monarchies, en particulier la monarchie française et la monarchie anglaise. Néanmoins, son pouvoir reste très étendu et plus étendu que aucun souverain jusque-là n'avait pu l'affirmer. Néanmoins, il va devoir renoncer à cette prétention de monarchie universelle et il va faire quelque chose de très très rare pour un monarque de l'époque. Eh bien, à la fin de sa vie, plutôt que de mourir et de finalement laisser son trône à sa mort, il va prendre la décision d'abdiquer. De abdiquer, c'est-à-dire il va renoncer au pouvoir, il va secrètement nommer son fils comme son successeur, il va tout préparer pour quitter le pouvoir et il va se retirer pour laisser son fils prendre le pouvoir à sa place. C'est un monarque qui est véritablement exceptionnel. Voilà, j'espère que cela vous paraît clair et maintenant nous allons voir dans la prochaine leçon un autre grand monarque, mais cette fois sur le monde oriental, c'est le sultan ottoman Soliman le Magnifique. Au revoir et à bientôt.